processus électoral est en cours en République centrafricaine. Ils seront donc nombreux à se diriger ce 28 décembre dans les urnes afin de renouveler donc la classe dirigeante en République centrafricaine. Nous avons l'ainsi honneur de recevoir sur ce plateau d'entretien exclusif Madame Notefe née Sylvie Baipo Temon. Elle est diplomate en République centrafricaine, mais davantage ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la francophonie. J'y arrive. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Avec grand plaisir, merci à vous. Alors, comment se porte votre département ministériel? Écoutez, mon département ministériel se porte bien. Il se porte mieux qu'au début où j'ai pris fonction. Il reste beaucoup encore à faire, mais nous continuons à travailler pour cela. Alors, je rappelle que vous êtes à ce poste depuis fin 2018, bientôt 8 ans à la tête donc, de la diplomatie centrafricaine qui, ces dernières années, a appris à être véritablement offensive. Alors, quel est l'état de la diplomatie centrafricaine, d'abord sur le plan sous-régional? Sur le plan sous-régional, la diplomatie centrafricaine est assez satisfaisante. Il reste, comme je l'ai dit, beaucoup à faire, mais vous savez que nous venons, notre président, le professeur Faustin Archange Touadéra, a été jusqu'en mois de septembre président en exercice de la CEMAC, donc de notre communauté sous-régionale. Il a été également, dans le cadre de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur sur la crise qui a eu lieu au Gabon, jusqu'à une sortie de crise réussie. Là, pour vous dire que la diplomatie centrafricaine a été très, très active au niveau sous-régional. Nous avons participé à un certain nombre de forats sous-régionaux et surtout dans le cadre du plaidoyer de la République centrafricaine, dans le cadre de la levée de l'embargo notamment et des sanctions qui pesaient jusqu'à encore l'année dernière sur la République centrafricaine. Nous avons été très actifs au plan sous-régional parce que beaucoup de nos États frères de la sous-région ont été à nos côtés. Vous l'avez vu dans les déclarations au niveau du Conseil de sécurité, mais également au niveau des conférences de chefs d'État de nos communautés sous-régionales, la CEAC, la CEMAC, la CIRJL, notamment, ont été aux côtés de la République centrafricaine pour porter ce plaidoyer qui a permis d'aider la République centrafricaine, donc ce pays frère, qui est la République centrafricaine, de la fin des sanctions. Via la CIRJL, nous avons eu la feuille de route de Luanda qui a permis justement de consolider notre accord, l'APPR, l'accord politique pour la paix en République centrafricaine, a permis de consolider ça et puis de travailler justement pour asseoir cette stabilité aujourd'hui retrouvée. Et nous avons été très actifs au niveau de la sous-région, nous avons emmené nos pays frères à nos côtés pour pouvoir justement atteindre l'objectif de stabilité que nous avons. C'est aussi l'occasion de remercier la CIRJL, de remercier la CEAC, de remercier également notre organisation continentale, l'Union africaine, qui a aussi œuvré parce qu'elle est à l'initiative de l'accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019. Beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup reste encore à faire. La République centrafricaine a retrouvé sa place dans cette communauté sous-régionale, donc elle revient de loin, elle a fait un travail avec ses frères et sœurs de la communauté et elle participe aussi dans son devoir d'être aux côtés et en solidarité avec un certain nombre d'États qui se retrouvent également dans des difficultés. Je parle par exemple du Soudan, le pays voisin où la République centrafricaine prend part à l'ensemble des initiatives qui sont mises en œuvre pour la sortie de crise au Soudan, notamment. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, notamment sur le cas soudanais, parce qu'on a l'impression que c'est un dossier qui est un tout petit peu oublié par les frères africains, alors qu'on vit une forme d'une crise humanitaire sans précédent du côté du Soudan, des millions de déplacés, des camps qui se déchirent. Quel rôle joue principalement la Centrafrique, pays voisin au Soudan? Déjà, le premier rôle, c'est d'être aux côtés de nos frères et sœurs soudanais qui cherchent le refuge sur le sol centrafricain. Nous avons une frontière avec le Soudan, vous le savez, et d'ailleurs la particularité de la République centrafricaine et du Soudan, c'est que nous avons une ville au nord-est du pays qui s'appelle Hamdafok, mais qui est coupée. Vous avez le Hamdafok côté Soudan et le Hamdafok côté centrafricain, pour vous dire qu'il s'agit d'un seul et même peuple. Donc nous avons cette solidarité sous-régionale, alors liée par comment je dirais, une entente de bon voisinage, mais c'est avant tout une question de fraternité. Donc la République centrafricaine a ouvert sa porte à ses frères et sœurs qui étaient dans le besoin, tout comme
le Soudan avait ouvert aussi sa porte Ça à leurs rappelle frères. Le processus de paix qui avait eu lieu Exactement. au Soudan, je crois, en 2019. Tout à fait, en 2013, oui. 2013, qui a permis de désarmer une bonne dizaine de groupes armés Absolument. qui s'est mis à la Nous avons eu ce soutien-là dans le cadre justement des pourparlers à l'accord politique pour la paix et la réconciliation, communément appelé APPR RCA. Donc ça a été très, 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 très apprécié. Le Soudan était à nos côtés. Mais aussi parce que en 2013, nous avons aussi connu cette crise. Et cette crise, c'était aussi, les réfugiés étaient plutôt des réfugiés centrafricains qui ont traversé du côté du Soudan et qui ont été accueillis les bras ouverts par leurs frères et sœurs soudanais également. Alors, on parle cette fois-là d'une diplomatie offensive du fait de l'arrivée de Mme Sylvie Baïpo-Témon, ou alors il y a une dynamique qui est incarnée, portée par le chef de l'État? Il y a une dynamique qui est d'abord incarnée et portée par le chef de l'État. Vous savez que le grand patron de la diplomatie, c'est le président de la République. Et vous êtes la cheville ouvrière. Parce que je suis la cheville ouvrière, justement, je suis artisane, mais de la politique étrangère qui est portée par le président de la République. Donc, ce qui fait que ça marche, c'est que nous avons eu l'occasion de parler, j'ai compris la vision politique, en termes de politique étrangère du président de la République, et je n'ai fait que la mettre en œuvre sur le terrain, et ça a fonctionné, donc je me réjouis pour cela. Ma fierté, c'est d'avoir répondu justement à la vision du président de la République. Comme je l'ai dit, c'est une vision en laquelle j'ai foi, et que j'ai, à mon niveau, essayé de porter. Je suis l'artisane, donc j'ai été dans ces différents forages, j'ai été là où il fallait aller pour porter sa vision de cette politique étrangère, sa vision de la diversification assumée et voulue de la République centrafricaine. Également, sa vision politique était de pouvoir parler de la République centrafricaine par la propre voix de la République centrafricaine. Ce n'est pas simple, parce que ça veut dire qu'il faut être là où on parle. Vous essayez de me faire comprendre qu'un politique de porte-plume, longtemps assumé par la France, n'est plus d'actualité avant. Alors, dans le système des Nations Unies, le porte-plume est encore d'actualité. Mais le travail qui a été mené par la diplomatie centrafricaine, c'est de dire que même si, du fait des principes et de l'organisation interne des Nations Unies, il y a un pays qui porte la plume, parce que c'est des principes qui ont été instaurés bien avant, mais porter la plume ne veut pas dire écrire une histoire qui n'est pas la réalité. Vous ne pouvez pas écrire une histoire qui ne représente pas. Et vous devez écrire en ayant travaillé avec ce pays. Et c'est ce que nous avons voulu, et c'est ce que nous avons d'ailleurs souhaité, imposé, je dirais même, pour que les choses changent. Et avec la diplomatie et sous l'impulsion du président de la République, nous avons réussi à faire inverser cette tendance, et nous avons eu des délégations de porte-plume dans la République française qui se sont déplacées à nous pour nous entendre, de manière à pouvoir relayer auprès des Nations Unies, à travers leurs plumes, la réalité et ce que nous revendiquons aussi. Vous ne pouvez pas parler à notre place. Est-ce qu'on va y arriver? C'est-à-dire qu'une véritable rupture, la RCA parlera de sa propre voix, vous l'avez dit, au sein des conseils des nations? Écoutez, déjà au niveau du Conseil de sécurité, j'ai affirmé cela. J'ai été parlé par la voix, en tout cas porte-voix de la République centrafricaine. J'ai été justement dans cette arène des Nations Unies, du Conseil de sécurité, pour faire valoir la voix de la République centrafricaine. Ce n'a pas été simple. Au début, c'était un peu incompris, mais nous étions dans notre droite ligne. L'affirmation de la souveraineté également, c'est ça. La souveraineté n'est pas un vain mot. La souveraineté, c'est de dire « je suis mieux placé pour savoir ce qui est bon pour moi ». Et si vous voulez parler de mon pays, parlez avec moi. Ne parlez pas à travers d'autres personnes. Donc, au sein, le siège qui était la mienne au niveau le siège qui était le mien, au niveau du Conseil de sécurité, quand on était des débats qui concernaient la République centrafricaine, c'était aussi l'occasion de dire attention, ce que vous dites à chaque pays membre, les 5 États membres permanents, donc la Fédération de la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la République populaire de Chine, et j'en oublie un, et les États-Unis, je les ai cités, et la République française, qui était le porte-plume. C'est de leur dire également, très bien, vous tenez la destinée d'un certain nombre de pays, il y a des dossiers qui arrivent, mais laissez au moins ces personnes parler. Vous ne pouvez pas décider des choses du haut d'une tour d'ivoire, à regarder ce que vous ne voyez pas d'ailleurs très bien en bas, laissez les gens s'exprimer. Et nous l'avons martelé jusqu'à ce que les choses soient comprises. Et c'est le terrain qui commande. Vous ne pouvez pas, à des milliers de kilomètres, parler de ce que l'on vous a dit par téléphone ou de ce qu'une dizaine de personnes d'experts viennent sur une semaine sur le territoire,
en sachant que le territoire centrafricain est vaste, aller faire un bilan par rapport à cela. C'est aussi l'occasion de dire que ce que la République centrafricaine a réussi à faire justement au sein de ce Conseil de sécurité, c'est d'arriver à diviser les voix. C'est des choses que nous n'avons pas eu l'occasion d'expliquer au fur et à mesure que les choses avançaient parce que nous étions fourrés au moulin. Là, nous avons nos caméras, on peut davantage expliquer. Les choses ont commencé à changer. Oui. C'est justement ce choix du président de la République de dire désormais la République centrafricaine doit parler par sa propre voix. Nous n'avons pas manqué le Conseil de sécurité. À chaque fois qu'il a fallu se déplacer, à chaque fois que le dossier centrafricain était en examen au sein du Conseil de sécurité, je me suis déplacée personnellement pour aller dire attention, pour aller répondre justement aux affirmations d'autres pays sur le cas centrafricain, mais aussi pour dire attention, voilà ce qui se passe dans mon pays, voilà ce que le peuple vit, et voilà ce que nous voulons aussi pour notre pays. Et petit à petit, les pays membres permanents ou les membres non permanents, parce que vous savez que c'est par une rotation, c'est une rotation de tous les 2 ans, certains pays ont commencé à se dire, mais à chaque fois qu'elle vient, elle affirme fort, et elle le dit. On a souvent dit des fois que c'était avec des mots durs, mais il fallait. Vous savez que la diplomatie, certes, c'est une manière de pouvoir négocier ensemble, mais aussi c'est beaucoup un rapport de force. Donc il fallait affirmer la voix de la République centrafricaine. Et certains pays nous ont soutenus. Je dirais entre guillemets, c'est qu'ils se sont dit, mais très bien, expliquez-nous davantage ce que vous voulez dire. Et en expliquant les faits, la réalité des choses. Parce que il y avait beaucoup de désinformation sur la République centrafricaine. Sauf que la MINUSCA reste d'actualité au pays. Beaucoup d'Africains pensent que, et d'ailleurs Chebet l'a récemment déclaré, soit quasiment la totalité du pays est désormais sous contrôle. On a fait, vous et moi, plus de 300 km aujourd'hui, on a vu que les services décentralisés de l'État sont dans l'arrière-pays, sont opérationnels. Comment expliquer le maintien de cette force onusienne? Écoutez, je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. Il y a quelques années, nous avions besoin de la communauté internationale. La MINUSCA en terre centrafricaine représente la communauté internationale. C'est aussi une manière très honnête de reconnaître que nous avons besoin d'appui. Mais, et nous l'avons dit, que cet appui doit se faire non pas au détriment de la République centrafricaine. C'est-à-dire que quand vous venez, on n'est pas dans une coordination ensemble, nous sommes dans une collaboration, mais nous sommes dans un État souverain. Vous êtes non devant le pays, devant les autorités du pays, vous êtes derrière l'autorité du pays, à minima à côté, mais vous êtes là pour appuyer. Et c'est ce qui a fait la différence justement avec le professeur Faustin Archange Touadéra, c'est que le ton est donné par la République centrafricaine. Ça n'a pas été forcément perçu parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, de on-dit, des désinformations qui ont été faites pour justement noyer un peu tous ces efforts. Mais c'est le résultat qui commande. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, oui, il y a un paradoxe entre le fait que nous avons restauré l'autorité de l'État sur l'entièreté du territoire centrafricain, mais ce n'est pas, on ne change pas les choses du jour au lendemain. C'est un travail qui est progressif et nous sommes en train justement de pouvoir consolider. Maintenant, nous sommes dans une phase de consolidation. Et c'est pour ça que le gouvernement centrafricain a soutenu le renouvellement du mandat de la MINUSCA en novembre dernier pour pouvoir parfaire cette phase de consolidation. Et là, c'est le deuxième cas, c'est que nous sommes aussi, et ça c'est un propre africain, nous sommes aussi un pays reconnaissant. Tout n'est pas rose, tout n'a pas été parfait. Vous l'avez vu, il y a eu un moment, il y a eu des turbulences avec la MINUSCA. D'ailleurs, j'étais la première à crier haut et fort certains abus et certaines directions qui n'étaient pas conformes à celles du gouvernement centrafricain. Et on est revenu dans l'ordre, avec une meilleure coordination qui avance. Et puis, bon, quand il y a des turbulences, c'est normal, nous sommes qu'humains, qu'il y ait des choses. Mais ce qui est important, c'est que la voix, encore une fois, de la République africaine soit affirmée et que dans cette phase de consolidation, désormais, la République centrafricaine s'approprie son sujet. La partie du gouvernement a fait son travail. Nous avons levé l'embargo sur les armes, sur les ressources minières. Nous avons ramené la République centrafricaine dans le concert des nations. La voix de la République centrafricaine aujourd'hui est écoutée. La voix de la République centrafricaine est respectée. Le président de la République a fait une bonne partie du travail. Mais vous savez qu'un pays se construit ensemble. Et c'est là le message, c'est qu'il faut une continuité, il faut une confiance en président de la République. Mais c'est le travail de tous. Et c'est l'occasion aussi, à travers votre micro, de dire maintenant à la population de se tenir debout et de travailler
main dans la main avec le président de la République pour consolider ce travail fait. La stabilité est le premier pas. Tout au début, l'ensemble du travail que nous avons mené, c'était pour assurer la sécurité. Le président de la République est arrivé avec un maître mot. Il faut ramener la paix, ramener la sécurité dans ce pays. Sur la sécurité, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, vous l'avez dit, nous avons fait 300 km sans souci. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, jusqu'en 2021, il y avait encore des poches d'insécurité du côté de même jusqu'en 2020, vous savez que... Jusqu'en octobre 2025, il y a eu, vous voulez effectivement abriter là-dessus. Oui, on dit qu'il y a eu, on a restauré l'autorité de l'État, mais comment expliquer qu'il y a encore ces groupes rebelles, ces factions rebelles qui ne veuillent pas déposer les armes, puisqu'en octobre 2025, il y a eu le désarmement de certains groupes rebelles, pas de 97 ex-combattants, donc 12 femmes qui ont été désarmées et démobilisées avec le soutien, effectivement, de vos partenaires. Alors, l'explication n'est pas totalement juste. Vous savez, c'est un long travail. Il reste encore, parce que dans un pays qui était complètement désordonné, déséquilibré, il y a eu beaucoup de prolifération d'armes. Donc, beaucoup d'armes qui sont retenues. Et ce n'est pas forcément des groupes armés. Des fois, des groupes armés, des petits groupes se sont créés parce que, justement, ils ont eu l'occasion de trouver des armes. Parce que les armes polluaient un petit peu tout au long des frontières avec des pays qui sont des pays aussi dans des difficultés. L'objectif était de dire, bon, on va ramener petit à petit ces groupes armés à la raison. La stabilité, le fait d'avoir eu la levée de l'embargo en juillet 2024, c'était aussi marquer et reconnaître que l'ensemble des efforts ont porté des fruits. Donc que maintenant, nous sommes dans cette phase de stabilité. Et justement, la consolidation de cette stabilité, c'est d'arriver à tordre le cou à cette prolifération. Nous avons en parallèle lancé la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'est aussi ça, c'est de dire aujourd'hui, il ne faut pas que le banditisme vienne prendre le pas sur les groupes armés, parce qu'il y a des armes qui sont partout. Donc, on continue à désarmer. L'objectif, je l'ai dit, et je pèse encore mes mots, c'est de consolider ces efforts. Aujourd'hui, si vous regardez la situation en République africaine, il y a d'autres pays qui se retrouvent dans des situations beaucoup plus graves en termes de sécurité. Nous voulons continuer à aller jusqu'au bout parce que, justement, nous ne voulons plus revenir en arrière. Il y a encore, en octobre 2025, parce qu'il y a encore des noms des leaders de groupes armés, et ceux-là devaient aller parler à leurs combattants pour qu'ils ne gardent pas les armes dans un coin, parce qu'on ne sait pas, d'ici quelques années, il pourrait y avoir, vous savez, quand vous n'avez pas à manger, vous ne raisonnez plus comme quelqu'un qui, tous les jours, gagne sa vie, mange correctement. Il pourrait revenir si on leur laisse ces armes-là. Mais l'objectif, c'est de les sensibiliser à ramener, à ne plus conserver ces armes avec eux, mais les déposer et de revenir dans le droit chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez qu'en juillet, d'ailleurs, il y a eu, avec justement la manifestation de certains groupes armés, l'UPC de Ali Darassa, les 3 R de Bobo, dernièrement justement octobre avec la signature également du MPC de Al-Khatim qui a rejoint. L'objectif est que les leaders ont dit stop, maintenant nous adhérons à la paix et nous appelons nos combattants, nos ex-combattants à venir déposer parce que cela ne relève plus de nous. Et ces ex-combattants, du coup, se sont manifestés et viennent déposer les armes. Donc ça veut dire que nous sommes maintenant vraiment dans la voie de la paix durable. Et c'est ça que j'appelle la consolidation de la paix. Nous ne pouvons pas dire parce que les groupes armés ont dit, bon, non, il y a encore des armes qui circulent de moins en moins. Et justement, cette démobilisation, ce désarmement, qui continue à se faire, c'est pour pouvoir sortir de la République africaine de ce fléau de prolifération d'armes. En tout cas, nous souhaitons, tout comme plusieurs Africains, que cette diplomatie centrafricaine puisse véritablement continuer à rayonner. Le pays a été quelquefois sous l'ombre pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, elle commence à s'affirmer autant au sein de la sous-région que sur le plan international. Si vous en avez convenance, disons-nous un mot autour de ce processus électoral qui est en cours du côté de la République centrafricaine. Vous vous définissez comme étant une touadériste, non pas comme une militante du MCU. Pourquoi cette distinction? Ce n'est pas une distinction. Je suis avant tout une fervente militante et porteuse de la vision du président de la République. Vous avez vu, il y a différents mouvements. Le mouvement Cœur Uni, il y a également la majorité présidentielle dans la plateforme Beoko. Vous avez un certain nombre d'associations. Donc moi, je suis de soutien du président de la République. Donc je suis là
auprès de tous ceux qui sont en soutien de la République du président de la République centrafricaine. On a fait 300 km avec vous dans la IRP. On était principalement à la zone de Kaga-Bandoro. C'est le village qui vous a vu naître. C'est le village natal de mes parents. Okay, de vos parents, pardon, merci. Moi, je suis né à Bangui. Merci pour la précision. Entre 2017, je crois, et 2021, il était impossible de pouvoir évoquer une quelconque dynamique de développement dans ce pays, parce que la CPC de M. François Bozizé avait sémé guerre et terreur. Aujourd'hui, on semble, en attendant effectivement votre réaction là-dessus, de voir que les peuples vivent désormais en communauté. Est-ce que vous rassurez aujourd'hui de ce que la quiétude est totalement retrouvée à Kaga-Bandoro? Mais écoutez, j'ai tenu à ce que vous vous déplaciez avec moi pour le constater par vous-même. Donc vous avez su apprécier. Et la population vous a dit quoi? Vous pouvez dormir tranquille. Cette paix que le président, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra nous a emmenée, nous allons la tenir, nous allons la préserver. Et c'est important. Et dormez en paix. Le reste, laissez-nous faire le travail. C'est le message de la population. Alors, c'est l'une des rares villes du pays où le chef de l'État a eu une résidence privée. Est-ce qu'il y a une forme de, je ne dis pas, d'attachement du chef de l'État à la localité de Kaga-Bandoro? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réel attachement de la population de Kaga-Bandoro au président de la République. Et dans le cadre de la JUMA, de la Journée mondiale de l'alimentation, qui s'est tenue cette année 2024, fin 2024, à Kaga-Bandoro, nous avons pris les dispositions, en tout cas le ministre qui portait ce dossier a pris les dispositions de manière à ce qu'il y ait un gîte présidentiel qui se trouve dans la ville pour pouvoir justement marquer l'hospitalité de cette population et recevoir, accueillir le président de la République comme il se doit. Donc une bâtisse, une résidence a été faite pour le président, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et je me donnerai en tout cas ce devoir de porter ce message au président de ce qu'ils m'ont dit. Il a une résidence là-bas. Et après ces élections, cette population aimerait pouvoir le voir revenir sur la terre de Kaga-Bandoro, tout simplement parce qu'ils se sont engagés à avoir un vote à 100% pour le candidat numéro 1. On vous a suivi, on a également suivi le chef de l'État. Il y a un mot qui revient. Eh bien, si vous m'accordez ce mandat, on franchira un pas en termes de développement local. Est-ce que c'est à tout cela que semble se résumer désormais la vision du chef de l'État pour les prochaines années, si jamais il est voté ou alors plébiscité par ses concitoyens? Écoutez, de toute façon, l'histoire de la République centrafricaine, elle est claire. Nous avons été très longtemps sur le curseur de la sécurité. Et je dirais même qu'on essaye de nous concentrer sur ce secteur-là pour ne pas nous développer, ne pas évoluer par ailleurs. Nous avons besoin de prospérer, nous avons tous les atouts, nous avons le potentiel pour nous développer. Et aujourd'hui que cette stabilité est retrouvée, courir après la paix, oui, on va courir, mais la paix, c'est un concept qui est très abstrait. Donc, il est temps, avec cette stabilité retrouvée, d'aller maintenant attaquer le chemin du développement. Parce que, certes, il faut la paix pour se développer, mais seul le développement économique et social d'un pays garantit la paix durable. Vous avez, je prendrai d'extrait tout à l'heure lors de votre meeting, vous avez déclaré aux populations que la République centrafricaine était capable de tutoyer les plus grandes nations en termes de développement à tout point de vue. Est-ce que c'était juste un discours de circonstance où il y a des éléments peut-être factuels qui permettent aujourd'hui d'assumer, de déclarer haut et fort qu'il est possible aujourd'hui de voir de vivre une nouvelle ère ici en République centrafricaine en termes de développement? C'était des propos très factuels. C'est possible. Nous en avons la capacité. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons les ressources au-delà même d'un certain nombre de pays développés, dits développés aujourd'hui. La seule chose, c'est cette stabilité qu'il nous fallait, cette volonté de la population, parce qu'un pays se construit que par les filles et les fils de ce pays. Et c'était ce message que j'ai porté à cette population pour dire, le président de la République vous a apporté la paix. Maintenant, levez-vous, soyez à ses côtés, tenez-le fortement et aidez-le à construire ce pays. Nous avons la possibilité. Nous sommes un peuple à forte densité et avec un territoire large. C'est un paradoxe, et je le dis souvent, les partenaires qui m'écoutent diront ça, c'est un peu son rituel. C'est un paradoxe de parler d'insécurité alimentaire ou de famine dans un pays tel que la République centrafricaine. Pourquoi? Vous avez 6 millions d'habitants pour 623 000 km² de territoire, 15 millions de terres arables,
16 millions de terres de pâturage. Faites le calcul. Ça veut dire qu'un citoyen devrait avoir à minima combien d'hectares? Au moins 2 hectares. Si chaque citoyen, et je parle de citoyen, je ne parle pas de famille, chaque citoyen devrait avoir 2 hectares. Ça veut dire qu'une famille de 7 personnes devrait avoir 2 fois 7 hectares, donc 14 hectares. Et avec ça, vous mourrez de faim dans un pays qui est riche, qui est vraiment généreuse en termes d'agriculture? Non. C'est juste la difficulté, c'est d'avoir la capacité de pouvoir avoir accès à son champ. Et c'est ce qui a manqué à la République centrafricaine pendant les années où les groupes armés sévissaient. Et aujourd'hui, cette stabilité permet maintenant au peuple d'aller. Donc c'est pour ça que dans les informations que nous avons, il faut arriver à analyser pour faire la part du vrai et du faux. La crise centrafricaine, en tout cas humanitaire, parce qu'on dit souvent que la situation humanitaire en République centrafricaine, elle est alarmante et autres. Non. La situation humanitaire, elle est alarmante du fait de la situation de crise. Parce qu'une situation humanitaire, elle est liée aux catastrophes naturelles. Donc, dans tous les pays, les inondations, ce n'est pas propre à la République centrafricaine. Vous avez eu dans des pays, d'ailleurs, très développés, où il y a eu des morts à cause de l'inondation. La République centrafricaine n'est pas épargnée, ça, c'est la nature. Maintenant, aujourd'hui, la situation centrafricaine, pourquoi c'est aggravé? Tout simplement parce qu'il y a des groupes armés, il y a des gens qui sont dans leur job, parce qu'ils sont payés aussi pour ça, et de perturber la quiétude de la population, de la pauvre paysanne qui, tous les matins, son job, c'est de prendre sa houe et autres et aller sur son champ, ne serait-ce que pour cultiver et amener ça à sa propre famille. Elle ne peut pas le faire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. Bah oui, après, elle est en situation de famine. Mais ce n'est pas dû à une situation de catastrophe naturelle. Donc il faut arriver à faire la part des choses. Et je dirais même d'ailleurs, dans ce discours de crise humanitaire en République centrafricaine, je le dis aussi souvent aux partenaires, il y a quelque chose qui me dérange. On ne peut pas dire aujourd'hui, vous le constatez, la situation du pays, en 2013, nous étions à 700 000 réfugiés, déplacés également. Et aujourd'hui, on vous donne encore des chiffres aux alentours de 600 000, 500 000, avec des projets dans 3 ans d'avoir 200 000. Il faut arrêter de jouer sur les chiffres. Il faut parler vrai. Et je demande à la population centrafricaine... Quels sont les chiffres aujourd'hui, madame? Je n'ai pas les chiffres parce que les chiffres ne peuvent pas être... On ne peut pas définir les chiffres de manière réelle. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays avec une frontière poreuse et 6 frontières. Et nous sommes un peuple africain avant tout. Ces frontières qui nous ont été mises, c'est des frontières qui ont été bien pensées pour que ce soit toujours conflictuel entre nous. Vous avez des gens qui vont et qui viennent. Ils sont libres de leur mouvement. Ils sont libres de leur mouvement. Et ça fait partie d'ailleurs des principes fondamentaux et fondateurs de l'Union africaine et de nos communautés sous-régionales. Libre circulation des biens et des personnes. C'est où ce principe? Nous avons constitué ces communautés sous-régionales, notre Union africaine, pour permettre justement à l'Afrique d'être solidaire et de permettre aux Africains d'aller à droite et à gauche. Donc, maintenant, quand on va au Tchad, on va au Cameroun, on va au Congo-Brazza, RDC, au Cameroun, bon, effectivement, ces frontières nous disent que oui, il faut respecter aussi les lois des uns et des pays, mais les chiffres, comment vous arrivez à déterminer des chiffres où le réfugié qui se trouve là-bas, maintenant que la situation va mieux, il vient passer 2 mois, parce qu'en plus, dans ces contrôles qui sont faits dans ces camps de réfugiés, on connaît les dates de contrôle. Et il me semble que c'est tous les 3 mois, je ne connais pas, admettons. Tous les 3 mois, il y a des contrôles. Pendant 2 mois et demi, les gens sont ici. Le jour du contrôle, ils traversent. Et ils sont là, ils pointent. Une fois que le contrôle est terminé, ils reviennent. Et j'ai des cas. J'ai un certain nombre de dossiers. C'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, arrêtons de tergiverser sur un certain nombre de choses. Regardons le contexte et la réalité du terrain. La République centrafricaine va mieux. Elle va mieux, aidons-la tout simplement à aller maintenant vers la trajectoire du développement économique, avec une population qui est libre de choisir d'ailleurs où elle veut vivre, et si elle veut revenir dans son pays pour travailler, elle revient. Si elle veut ailleurs, comme aujourd'hui, nous accueillons aussi des populations qui viennent, des réfugiés soudanais ou même d'autres pays. Nous sommes africains et voilà, le tout c'est d'arriver à construire cette immigration positive pour le bien-être d'abord
de notre pays, mais également de notre continent et également de notre sous-région. Alors, parlons d'une élection générale. C'est pour la première fois, si Absolument. mes souvenirs sont exacts, que le pays organise un scrutin assez groupé. Quel est le rôle de votre département ministériel à la mise en place, mais surtout à la réussite de ce processus électoral de bout en bout? Écoutez, mon département, c'est le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger. Ma participation dans ce processus était de pouvoir identifier pour la partie hors RCA des sites qui étaient nécessaires pour lesquels les gens devaient voter. Vous savez que les élections ont un coût, parce qu'en plus c'est avec la présidentielle, les législatives, les municipales, les régionales également. Il fallait analyser et voir où est-ce qu'on pouvait élargir parce qu'il y avait une forte demande de nos populations à l'extérieur de pouvoir voter. Et il a été, donc une fois que l'analyse a été faite, nous avons proposé de pouvoir élargir, ouvrir un petit peu à d'autres ambassades, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avions une seule ambassade, qui est notre ambassade en Côte d'Ivoire, un consulat au niveau du Togo, à Lomé, là où nous n'avions pas de représentation, mais nous avons également des compatriotes qui sont là-bas, qui ont manifesté leur volonté de vouloir participer. Également, en tant que citoyens à la vie active du pays, nous avons décidé de leur permettre de voter. Donc, nous avons rajouté Dakar au Sénégal, Cotonou au Bénin, Ouagadougou au Burkina. Nous avons également ouvert au niveau de Libreville au Gabon, au niveau de la République française, où on a une forte communauté, et également nous avons ouvert à d'autres villes de la France. Nous avions au départ que Paris, mais nous avons ouvert à Lille, à Lyon, à Toulouse, d'autres villes en zone française. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des bureaux de vote qui seront disponibles à l'intérieur? C'est ce que vous avez justement. Sur les chiffres, alors là, je l'ANE peut-être nous aidera là-dessus. Pardon, l'ANE pourra vous donner les chiffres. D'ailleurs, j'aurais pu vous les dire parce que j'ai eu des rapports, nous avons adressé un certain nombre de points. J'ai des représentants de l'ambassade d'Abidjan notamment qui se sont déplacés parce qu'ils couvrent également sur d'autres zones, qui m'ont fait un rapport, qui m'ont fait d'ailleurs des rapports lors de l'enrôlement, du démembrement, mais là, et également des préparatifs pour les bureaux de vote. Mais il y a un engouement, il y a un fort engouement de la population à pouvoir, et de la jeunesse en particulier, à pouvoir justement participer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est démonstratif de la volonté de la population à être active. Et c'est aussi démonstratif justement de cette gouvernance participative, de montrer que chaque citoyen a sa place, chaque citoyen doit même désormais décider de son avenir, notamment pour les régionales et les municipales. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'elles n'ont pas lieu, donc ce n'est plus une décision du président de la République, mais cette proximité, cette gouvernance de proximité, de participation, elle est là. On pourra en discuter longuement, mais elle est réellement là. On va tenter de sortir de cet entretien. S'il y avait un mot qu'il fallait dire à l'endroit des Centrafricains qui vous suivent à l'instant, Madame la Ministre, que leur diriez-vous? Alors je dirais que construire un pays n'est pas simple. Il faut y aller étape par étape. Je sais que les Centrafricains voudraient qu'il y ait tout de suite, mais un pays se construit avec le temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et il faut un maître mot, il faut de la continuité dans ce que l'on fait. Il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Il reste beaucoup à faire encore, mais nous devons continuer comme nous avons commencé. Il y a aujourd'hui la stabilité. Cette stabilité a été chèrement acquise. Chèrement acquise. N'oubliez pas d'où vous venez pour savoir où vous voulez aller. Il y a encore quelques années, le pays était d'ailleurs qualifié de pays failli, de pays fantôme. Aujourd'hui, le président de la République a montré aux yeux du monde que ce pays n'était ni failli, ni un pays fantôme. Et qu'aujourd'hui, ce pays se tient debout. Aujourd'hui, quand les Centrafricains se déplacent, je peux vous assurer qu'ils sont dignes, ils sont reconnus vis-à-vis des autres pays. D'ailleurs, même si vous écoutez au niveau international certains propos, aujourd'hui, la République centrafricaine est qualifiée de pays sécuritairement fiable. On croit en la République centrafricaine aujourd'hui. Et maintenant, construire, développer ce pays, nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire en tirant leçon de ce qui s'est passé dans la continuité. Donc, il faut que nous puissions continuer à travailler. Moi, j'ai fait mon choix et j'ai fait le bon choix. Et je demande à mes compatriotes de faire également le bon choix. Il n'y a qu'un seul candidat qui va pouvoir nous emmener vers notre destinée, en tout cas vers notre prospérité.
On n'ira pas plus loin que ces mots. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Elle était donc en notre compagnie dans le cadre de cet entretien exclusif sur votre média Pan-African Media TV. Madame Notefe née Sylvie Baipo Témon, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la francophonie en République centrafricaine. À très bientôt.